Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le 22h, édition spéciale ce soir consacrée au rapport de la commission d'enquête du Sénat sur le dopage. Effectivement, après des semaines de révélations et de rumeurs, 65 auditions, plus de 100 personnes entendues, les sénateurs ont donc livré aujourd'hui leur version de la lutte contre le dopage. Dans un rapport voté à l'unanimité, ils proposent 60 pistes pour renforcer la lutte contre le dopage. Nous les détaillerons dans cette édition. Et puis après une année marquée par les confessions de Lance Armstrong et d'Ulrich et de la mise en cause de Jalabert, le rapport révèle également l'identité de nombreux cyclistes ayant eu recours à l'OPO en 1998 et en 1999, notamment le duo de tête du Tour de France en 98, Marco Pantani et Jan Ullrich. Mais le cyclisme n'est pas le seul sport touché par le dopage, loin de là. Les sénateurs le soulignent bien dans leur rapport, tous les sports sont concernés. Alors nous allons en débattre ce soir avec trois invités. Tout d'abord Jean-Jacques Lozach, le rapporteur de la commission d'enquête du Sénat. Bernard Amsalen, il est le président de la Fédération d'athlétisme. Et puis Damien Rossio, il est le monsieur dopage du journal L'Équipe. Mais avant ce débat, regardons ensemble dans le détail les 60 propositions du rapport pour donc mieux lutter contre le dopage. Ces propositions ont été classées par les sénateurs en 7 catégories. Connaître, prévenir, contrôler, analyser, sanctionner, pénaliser et coopérer. Les explications d'Aurélien Romano. Le principal fléau dans le dopage, c'est l'omerta, et ce, tous sports confondus, ont insisté les sénateurs. Une commission vérité et réconciliation doit donc être créée afin d'encourager la libération de la parole. Dans le même esprit, les sénateurs proposent de faire appel aux repentis de façon systématique afin de récolter plus d'informations. Cela aurait le triple intérêt d'apporter des informations sur les produits utilisés, de permettre de mieux remonter les filières de trafiquants, de renforcer les liens entre autorités antidopage et services de police et de gendarmerie. Autre piste, les analyses. Il faut augmenter le nombre de substances recherchées. Il y a beaucoup d'échantillons collectés qui ne sont pas analysés pour toutes les substances, et cela pour des raisons d'économie. Des produits comme l'EPO ou l'hormone de croissance devraient être plus systématiquement recherchés, quitte à réduire le nombre de contrôles. Cela aurait à mon sens un effet dissuasif et réduirait le sentiment d'impunité que pourraient ressentir certains sportifs. Un sentiment d'impunité conséquence du faible pouvoir de l'Agence française de lutte contre le dopage. La réorganisation de l'agence est au cœur du rapport. Parmi les principales propositions, l'agence devrait être responsable des sanctions à la place des fédérations. Autre réflexion des sénateurs, le calendrier trop chargé des compétitions, rendant impossible de suivre un tel agenda sans être dopé. Ce sont avant tout des femmes et des hommes. Ce ne sont pas des robots, les sportifs. Et il faut donc avoir une attitude responsable de la part des pouvoirs publics peut-être, mais aussi de la presse et d'un certain nombre de personnes qui se sentent concernées par cette difficulté inhérente au sport. L'Agence française de lutte contre le dopage devrait enfin être responsable de la prévention, et pas seulement auprès des professionnels. Les pratiques dopantes ont infiltré les salles de sport ces dernières années. Et puis la révélation du rapport, on la trouve dans les annexes des bordereaux qui permettent d'identifier les coureurs des Tours de France 1998 et 1999 ayant eu recours à l'EPO, notamment les deux premiers du Tour de France en 98, l'italien Marco Pantani et l'allemand Jan Ullrich. Les Français Laurent Desbiens, Laurent Jalabert et Jackie Durand font également partie des coureurs dopés. Julien Billiot. La commission d'enquête sénatoriale sur le dopage souhaitait épargner le cyclisme. C'est visiblement raté. L'annexe du rapport de la commission contient une liste de procès-verbaux de contrôle antidopage réalisés lors des Tours de France 98 et 99. Après recoupement des informations, il en ressort que le vainqueur de la Grande Boucle 98, Marco Pantani, et son dauphin Jan Ullrich ont bel et bien utilisé de l'EPO, un produit dopant indétectable à l'époque. Parmi les autres athlètes attrapés par la patrouille en 98, le maillot vert Eric Zabel ou encore le baroudeur Jackie Durand. Cette liste de coureurs était très attendue depuis la fin juin, depuis la révélation du contrôle positif de Laurent Jalabert par le journal L'Équipe. Le rapporteur de la commission d'enquête, Jean-Jacques Lozach, avoue avoir subi des pressions contradictoires, certains le poussant à divulguer la liste, d'autres au contraire à la garder secrète. Dans un courrier daté du 3 juillet et publié en annexe du rapport, le président de l'Union cycliste internationale, Pat McQuaid, avertit
La publication des noms des coureurs ne sert aucun but légitime et met en cause la réputation d'athlètes qui ne peuvent plus se défendre et ne devraient même pas être appelés à le faire à cause de la prescription. Si 15 ans après les faits, les coureurs positifs à l'EPO ne risquent rien, la commission espère avoir fait la lumière sur l'ampleur du dopage dans ce sport. Voilà, et nos 3 invités ce soir nous ont rejoints sur le plateau. Jean-Jacques Lozach, on vient de vous voir dans ses reportages, rapporteur de la commission d'enquête donc sur le dopage. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. En face de vous, Bernard Amsalen. Bonsoir, merci d'être là aussi, président de la Fédération d'athlétisme. Et puis à côté de vous, Damien Ressiot, vous êtes le monsieur dopage, comme ça qu'on vous surnomme, du journal L'Équipe. On va parler, Jean-Jacques Lozach, d'abord de cette fameuse liste qui n'existe pas dans les annexes du rapport, mais on peut, si on consulte les différents tableaux, trouver facilement le nom des coureurs qui se sont dopés. D'abord, une question simple, pourquoi ne pas avoir tout simplement publié la liste des noms et ne pas assumer ? Je crois qu'il aurait été excessif, pour ne pas dire intellectuellement malhonnête de notre part, que de modifier ce qui figure très précisément dans les bordereaux de prélèvement du Tour de France concerné. C'est une sorte de matière brute que nous avons intégrée dans l'ensemble de ces annexes. Vous auriez pu en faire la synthèse de cette matière brute. Non, mais je crois que ce n'était pas du tout notre rôle. Notre rôle, ça n'est pas du tout de tomber dans une sorte de voyeurisme déplacé, par exemple. C'est d'essayer de regarder la réalité en face, notamment la réalité historique concernant les relations entre le sport en général et le dopage, mais nous nous plaçons dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre le dopage dans le sport en général, et pas simplement vis-à-vis d'un sport particulier qui en l'occurrence pourrait être le cyclisme. Vous avez subi des pressions pour publier ou non ces rapports, ces bordereaux dans votre rapport ? Oui, alors je ne sais pas si le qualificatif de pression est le plus approprié à la situation, mais il y a eu ici ou là tout un ensemble d'interventions. Je l'ai rappelé, c'était des interventions assez contradictoires, ce qui m'amène à dire finalement que l'attitude que nous avons adoptée était une attitude d'équilibre et de justesse. Damien Ressiot, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la publication de ces bordereaux ? J'avoue que pendant quelque temps, je me suis demandé s'ils allaient être publiés. Je trouve que la solution est assez élégante, c'est-à-dire, personne n'est dupe, mais les bordereaux sont publiés. Les résultats du laboratoire le sont également à côté. Chacun peut établir la correspondance au niveau des coureurs, donc pas de surprise. Je pense qu'il aurait peut-être été de mauvais goût de stigmatiser très personnellement les gens qui sont impliqués. Qui étaient impliqués lors de ces Tours de France. C'est une façon aussi de donner un coup de projecteur à votre rapport. Non, je crois que les choses, un coup de pub pas inutile. Les choses ne sont pas passées de cette manière-là. On va détailler maintenant vos 60 propositions. Nous sommes encore dans la période post-affaire Armstrong. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument que ce genre de réflexion soit utile afin de rebondir, afin de donner une sorte de dynamisme, une volonté de réforme. Vous souhaitez dans votre rapport, c'est la première proposition qui est mise, une grande commission vérité-réconciliation. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas quelque chose d'utopique ? Ça peut paraître effectivement utopique. C'est-à-dire que vous souhaitez que les sportifs qui en ont envie viennent finalement livrer leur vérité sur leur dopage ? Non, je crois que le sport parfois a montré ses difficultés à s'autoréguler. C'est la raison pour laquelle, par-delà chaque discipline sportive, il existe notamment le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français. Et je crois que sous son égide, sous son autorité, effectivement, ce type de commission peut se mettre en place, là aussi, pour aller vers une connaissance la plus juste et la plus approfondie possible de la réalité du dopage. Mais est-ce que Bernard Amsalen, ce genre de déballage ne nuit pas non plus au sport? Je ne crois pas. Nous-mêmes, en athlétisme, ça peut le servir. Nous avons organisé des colloques sur la prévention de dopage. Nous avons demandé à des athlètes de venir témoigner, des athlètes qui avaient été condamnés pour dopage, et qui sont venus volontiers et qui ont expliqué leur démarche, ce qui arrive dans la tête d'un athlète, dans son parcours de performance, qui l'amène à se doper. Et je crois que c'était extrêmement utile par rapport au public qui était là, qui était composé d'entraîneurs et de sportifs. C'est un acte de prévention, de pédagogie. Absolument. Damien Ressiot, vous qui suivez cette question du dopage depuis de nombreuses années, vous avez l'impression quand même que dernièrement, il y a des verrous, il y a des tabous qui sont tombés, que la parole s'est un peu libérée. Dans le cyclisme, ça paraît évident. Le nombre de repentis, justement, de gens qui ont franchi le pas, qui sont venus spontanément témoigner, est assez impressionnant. Très peu en France, très peu en France, même aucun en France. J'aurais
particulièrement aimé. Il y a eu des témoignages pendant des auditions des tables rondes organisées par la commission d'enquête. On en entendra tout à l'heure. Des témoignages spontanés, il n'y en a pas eu beaucoup, mais j'aurais particulièrement apprécié que Laurent Jalabert puisse saisir la portée symbolique d'aveux, entre guillemets, qui auraient fait avancer les choses. Bernard Amsalen, dans l'athlétisme, il y a aussi quelques verrous qui ont sauté. On les a fait sauter, de façon plus ou moins contrainte. D'abord, il y a une fédération internationale qui est extrêmement active. Vous voyez, par exemple, pour les championnats du monde à Moscou, il y aura un contrôle de tous les athlètes sur le plan sanguin et 500 contrôles urinaires. Et donc, dans le cadre du passeport biologique. Donc, on l'a déjà fait à Daegu il y a 2 ans maintenant. On le refait à Moscou. Donc, il y a une volonté très forte de la fédération internationale qui est relayée par la fédération française. Bon, ce n'est pas le cas de toutes les fédérations. On va en parler dans quelques instants. C'est vrai que vous n'aviez pas envie de stigmatiser le cyclisme, Jean-Jacques Lozach. Donc, avec la fameuse liste dont on a parlé tout à l'heure, quand même, le cyclisme est beaucoup montré du doigt. Peut-être aussi parce que la fédération cycliste a beaucoup fait pour lutter contre le dopage, peut-être plus que d'autres fédérations. La réalité du dopage dans le cyclisme est une réalité finalement assez équivoque, assez paradoxale, parce que d'un côté, il y a une foule de contrôles, par exemple, qui s'effectuent sous l'égide des fédérations nationales ou bien de l'UCI, l'Union cycliste internationale. Et pourtant, on sait très bien que c'est dans cette pratique, dans cette discipline-là, que le risque de voir se propager ce type d'utilisation de produits illicites est encore bien réel. Ceci dit, je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre ce qui s'est passé dans la décennie des années 90 et puis l'actualité. J'ai personnellement confiance en la nouvelle génération de coureurs. On va regarder tout de suite un extrait des 60 auditions que vous avez, plus de 100 personnes entendues, je l'ai dit tout à l'heure, pendant 5 mois, par votre commission d'enquête. Alors là, c'est Françoise Lannes, elle travaille pour le laboratoire de Châtenay-Malabry, qui effectue les analyses des sportifs qui sont testés. Et elle énumère son top 8, finalement, des sports les plus dopés selon les analyses qu'elle reçoit. On l'écoute. Je me suis amusée récemment à évaluer le pourcentage d'échantillons positifs par sport. Il est vrai que le cyclisme est le sport le plus contrôlé. Et si on ramène le nombre d'échantillons positifs au nombre de contrôles effectués, eh bien le cyclisme ne vient pas en tête de liste. Le sport qui nous donne le plus fort pourcentage de positifs est le rugby. Vient ensuite le football. En 3e position se trouve l'athlétisme. En 4e, le triathlon. En 5e, le basketball. En 6e, le cyclisme. En 7e, le handball. Et en 8e, la natation. Cependant, il faut vous dire que la substance dopante la plus rencontrée dans nos analyses est le cannabis. Voilà, quand on écoute ce témoignage de Françoise Lannes, est-ce que ça vous semble fiable, vous, Damien Ressiaud ? Je pense que là, il y avait un distinguo assez important à faire entre la valeur absolue et la valeur relative des chiffres qu'annonçait Françoise Lannes. Néanmoins, je suis immergé dans le rugby depuis l'audition de Françoise Lannes. Et je peux vous dire que j'ai jamais été confronté à une pareille, confraternité. Et je suis élégant, moi aussi, oui. Dans une sorte d'opacité, oui, c'est très clair, oui. D'opacité, tout le monde se tient par la main, c'est une famille qui m'a l'air encore beaucoup plus unie que le cyclisme, y compris dans ses dérives, et c'est très compliqué de travailler. Une fédération très fermée, le rugby, Jean-Jacques Lozach ? Très fermée, je ne sais pas si elle est beaucoup plus fermée que les autres fédérations. Ce qui est sûr, c'est que le rugby est en train de changer de nature, c'est absolument évident. Mais je reviens un instant sur les propos qui sont tenus par le docteur Lannes, qui n'est pas n'importe qui, puisque non seulement elle est médecin, mais c'est la directrice du laboratoire de Châtenay-Malabry, un laboratoire agréé par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. Et dans nos propositions, eh bien, nous nous préoccupons de ce laboratoire. Et pour lui donner plus de moyens. Je crois tout d'abord que nous voulons absolument couper en quelque sorte le cordon administratif qui existe entre l'agence de lutte contre le dopage et d'autre part ce laboratoire. Nous souhaiterions que ça mène une réflexion visant en particulier à rattacher ce laboratoire à l'université. Et puis nous entendons voir se développer la recherche. Il faut savoir que dans les laboratoires comparables à Châtenay-Malabry, je pense par exemple à celui de Lausanne en Suisse, l'effort de recherche est beaucoup plus soutenu qu'en France.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a trop peu ou assez, voire même trop de contrôles pour lutter contre le dopage, Damien Ressio? Vous cocheriez quelle case? Trop peu, assez? Peut-être trop? Tout simplement pas assez de contrôle intelligent. Voilà. Je ne pense pas que c'est une question de volume, je pense que c'est une question de pertinence. De qualité. Du côté inopiné du contrôle, des informations qui peuvent aboutir à la mise en place d'un contrôle. Ce serait quoi le contrôle idéal selon vous? Le contrôle idéal est un contrôle qui est induit effectivement donc, par des informations qui remontent du terrain à un moment T qui est le moment où les athlètes se préparent dans un lieu qui n'est pas forcément en France. Et les athlètes sont localisables. Donc on les connaît, je veux dire un contrôle qui soit pertinent et qui aboutisse à des résultats. Pas forcément pendant le calendrier des... Absolument. Il y a quand même une problématique de pragmatisme économique aussi à tenir en compte au niveau des contrôles. Faire des contrôles comme le fait le foot ou le tennis à des moments qui sont toujours les mêmes, ça ne sert strictement à rien, ça coûte de l'argent, ça décrédibilise la lutte antidopage et c'est... C'est pour ça qu'il y a si peu de cas de dopage révélés dans ces sports-là. Soupçonner ceux qui les diligentent, si vous voulez, de le faire sciemment de cette manière, quoi. Qui doit effectuer finalement, dans l'idéal, ces contrôles antidopage? Vous qui êtes président d'une fédération, monsieur Amsalen. Je partage le point de vue de Damien Ressio, évidemment, et effectivement, c'est dans les intertemps, en fait, entre les compétitions, qu'il faut s'intéresser à l'endroit où se trouvent les sportifs pour préparer ces compétitions et faire des contrôles inopinés. Donc je souhaite qu'il y ait davantage de contrôles inopinés. Et puis, effectivement, il faudrait aussi rattacher à cela les enquêtes, donc avec des services de renseignement plus près de la réalité de l'organisation, parce qu'autour des sportifs, il y a des organisations un peu mafieuses qui alimentent ces sportifs. Et donc, autour de lieux d'entraînement, il y a des lieux connus en France et à l'étranger. Aller voir de temps en temps, être présent. Et là, on pourrait glaner des renseignements qui permettraient d'être beaucoup plus efficaces. Donc, ce n'est pas forcément plus de contrôle, mais des contrôles à bon escient. Est-ce que les fédérations doivent être impliquées dans ces contrôles, au risque d'être à la fois jugées parties? Alors, les fédérations doivent être impliquées dans ces contrôles. On suit les athlètes à l'année, on sait à peu près quelle est leur façon de vivre, un petit peu la préparation des compétitions. Donc, nous souhaitons collaborer avec les instances qui vont diligenter le contrôle. D'ailleurs, on travaille actuellement depuis des années avec la FLD sur ce plan-là. On a des listes cibles qu'on définit ensemble avec la Fédération internationale. Donc, il faut que les fédérations soient associées. Il ne faut pas complètement les sortir du circuit parce qu'elles ont beaucoup d'éléments, d'informations à donner. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Jacques Lozach? Parce qu'il peut y avoir aussi le risque, la tentation de certaines fédérations de couvrir leurs sportifs. Non, mais je partage tout à fait ce que vient de dire Bernard Amsalem. Et d'ailleurs, dans beaucoup de domaines, je dirais que ce qui se passe dans l'athlétisme est absolument exemplaire. Je pense effectivement que dans le cadre... Parce qu'il est sur le plateau, hein, non, pas du tout. Mais je crois que dans le cadre de la mutualisation des expériences, dans le cadre des échanges de bonnes pratiques, il y a beaucoup de fédérations qui devraient s'inspirer de ce qui se passe en athlétisme, notamment dans son volet sport-santé. Je crois que la question de la pertinence des contrôles n'est pas aujourd'hui une question d'ordre quantitatif, c'est plutôt une question de ciblage qui se pose, avec en particulier l'utilisation de ce qu'on appelle les preuves non objectives, non scientifiques. N'oublions pas, par exemple, que si Armstrong est tombé, ce n'est pas du tout sur des contrôles, mais c'est effectivement, c'est par des témoignages, par une accumulation, un faisceau de preuves, de présomption de culpabilité. Et je comprends tout à fait les présidents de fédération qui disent on met beaucoup d'argent sur des contrôles, alors que finalement, ils ne sont positifs que dans 1 à 2% des cas. Et ces preuves non analytiques ne sont pas suffisamment prises en compte en France, notamment? Non. Ça, il est tout à fait clair. Aux États-Unis, visiblement, Lance Armstrong l'a montré. Elles sont gravées dans le marbre du Code mondial antidopage, c'est-à-dire que tout est prévu au niveau disciplinaire pour que ça fonctionne. En France, je pense qu'il y a trop peu de personnes impliquées dans l'investigation, tout simplement. Je pense que le partage des informations, et ça c'est souligné évidemment dans le rapport, puisque ça fait partie d'un des chapitres très importants, n'est pas au top. Je pense également qu'il n'y a pas forcément de force de police ultra spécialisée, même si l'OCLAS n'a pas pris le dossier en main depuis quelque temps, mais ils ont beaucoup d'autres dossiers à traiter. C'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut absolument progresser. Donc il faudrait plus de moyens ?
Je crois que c'est surtout un problème d'organisation. On constate effectivement un regrettable cloisonnement. Oui, une meilleure coopération. Voilà, une meilleure coopération entre tout un ensemble de services, de police, de gendarmerie, les douanes, l'AFLD, l'OCLAES. Et je crois qu'en la matière, il faut aller vers davantage d'échanges, voire peut-être de temps en temps davantage de centralisation aussi. Parfois, celle-ci est gage d'efficacité. On va écouter un autre extrait de vos auditions. Cette fois, c'est Michel Boyon qui était auditionné en tant qu'ancien président du Conseil national de la prévention du dopage. On écoute Michel Boyon et puis on réagit après en plateau. Il y avait, jusqu'en 1999, des contrôles antidopage qui étaient effectués, prétendument, pendant le tournoi de Roland-Garros. Alors, ils étaient faits à l'initiative de l'ATP. C'était une société suédoise qui effectuait les prélèvements. Et ensuite, les analyses étaient faites dans un laboratoire étranger. Je ne sais plus lequel, mais ce n'était pas le laboratoire national de Châtenay-Malabry. Il n'y avait jamais rien. Mais comme par hasard, la première année où les contrôles sont effectués à l'initiative d'une autorité française par des médecins préleveurs français et avec des analyses effectuées au laboratoire de Châtenay-Malabry, on trouve des substances dopantes. Donc ceci, c'était bien l'illustration du fait que quand ce sont les fédérations internationales qui organisent elles-mêmes les contrôles antidopage, il y a de quoi être un petit peu inquiet. C'est l'état du droit aujourd'hui. Est-ce que c'est l'état du droit toujours actuellement, Damien Ressio? Est-ce que ça a changé dans le milieu du tennis? Un grand président de la FLD, Michel Boyon. Écoutez, au niveau du tennis, donc du CP, oui, mais du CPLD en ce qui le concerne. Voilà, en ce qui concerne le tennis, je pense qu'on frôle la caricature. Je pense même que c'est l'une des auditions qui a été les plus dures, les plus sèches au niveau de la commission d'enquête quand M. Ricciabiti est venu avec Stuart Miller. Je pense que c'est un petit peu n'importe quoi. C'est un petit peu n'importe quoi et personne n'est dupe. Ouais. Personne n'est dupe, mais bon, ça continue. Ça continue. Ricciabiti continue de dire qu'il ne voit pas la plus-value que pourra apporter les produits dopants dans un sport tel que le tennis. Alors on a vu que quand même, les joueurs de tennis se sont bien développés physiquement. Ouais. Jean-Jacques Lozach, comment on peut faire évoluer alors une fédération comme ça, à ce point verrouillée? Là, c'est un problème un petit peu spécifique. Damien Ressio vient d'évoquer tout à fait justement l'intervention du président de la Fédération internationale de tennis. Mais je crois que les propos de Michel Boyon seraient partagés par le président ou le directeur général de la Fédération française de tennis. Le problème, c'est que sur un tournoi comme celui de Roland-Garros, tout échappe à l'échelon national. Et c'est vrai, la situation est un petit peu douteuse, un petit peu suspecte, puisque la Fédération internationale a signé quasiment des contrats d'exclusivité avec des structures privées, aussi bien en ce qui concerne le contrôle, le prélèvement, qu'en ce qui concerne l'analyse des prélèvements, en l'occurrence avec un laboratoire qui se trouve à Montréal. Donc tout ça, c'est curieux, c'est étonnant, c'est presque suspect. En tout cas, nous avons fait l'observation au président de la Fédération internationale. Est-ce qu'il y a des stars quand même un peu intouchables dans le monde du sport aujourd'hui? Vous avez entendu à huis clos Didier Deschamps, Jeannine Longo aussi, qui est arrivée par le 3e parking du sous-sol, rentrée par la porte de derrière et sortie par le toit. L'audition n'a même pas été annoncée, donc on a l'impression quand même qu'il y a des stars dans le monde du sport qui sont totalement intouchables. Sur les situations très particulières concernant les auditions, vous savez, nous avons recherché, dans la mesure du possible, une véritable égalité de traitement. Et pour tout vous dire, Jeannine Longo ne figurait pas sur la liste des personnes que nous souhaitions auditionner. Elle a été à sa propre demande. Mais vous ne l'aviez pas annoncé, son audition? Non, non, parce qu'effectivement, elle n'a pas souhaité... Au courant a posteriori, ce qui est quand même un peu gênant. Bon, je crois que ce type d'audition, de manière tout à fait officieuse, certains pourraient dire clandestine, peut parfois nous apporter un certain nombre d'éléments d'information. Mais la question, finalement, de ces sportifs de renom, de forte notoriété, on s'aperçoit qu'au moment présent, ce sont des icônes, mais très souvent, ce sont quelques années plus tard, et en particulier parce qu'il y a des contrôles rétrospectifs, qu'on se rend compte que finalement, il y a des suspicions, des doutes concernant leur niveau de performance. Est-ce qu'il faudrait augmenter les sanctions en termes peut-être pénales, mais aussi sportives, pour lutter contre le dopage, M. Amsalem?
Oui, c'est une des propositions que j'ai faites lors de mon audition, d'augmenter la durée de suspension et surtout d'accompagner ces suspensions d'amendes financières. Il y a beaucoup de frustration dans les sportifs quand quelqu'un gagne une compétition et que celui qui monte pas sur le podium est privé donc de médailles parce que les 3 premiers qu'on retrouve plus tard dopés. Je peux vous dire que c'est extrêmement terrible et donc il pourrait y avoir une caisse de mutualisation de ces amendes qui permettrait peut-être de dédommager ceux qui ont été privés de victoire parce que le vainqueur a été dopé. Et je crois que la sanction financière me semble être extrêmement importante. En tout cas, elle pourrait avoir plus d'effet que la sanction de suspension. Vous refusez la double peine, hein, la sanction pénale plus la sanction sportive. Hein. Oui, je pense effectivement que la sanction sportive est suffisante, mais surtout, le problème de la sanction aujourd'hui se pose en termes de gouvernance, même si je partage ce qui vient d'être dit sur l'aspect financier, tout en faisant preuve de discernement, notamment entre quelqu'un qui a été pincé pour la première fois et puis d'autre part un multirécidiviste. Mais aujourd'hui, ce qui me semble pas satisfaisant, c'est cette compétence partagée entre les fédérations et la FLD. Je pense effectivement, d'autant plus qu'il y a parfois au moment de la prise de décision finale des relations conflictuelles entre les présidents de fédération et la FLD, je crois qu'il faut un seul décideur. Même si les fédérations doivent être consultées, doivent être associées pendant le déroulement de l'instruction, il faut que in fine, il y ait un seul décideur et ça doit être l'agence de lutte contre le dopage. Il nous reste une poignée de minutes et j'aimerais qu'on parle un peu du sport amateur parce que c'est souvent là où le dopage commence, où les mauvaises habitudes se prennent. Est-ce que vous essayez justement d'anticiper, de faire de la prévention dans l'athlétisme? Alors on fait de la prévention au travers de colloques que nous organisons en région, maintenant depuis plusieurs années, à raison d'une vingtaine par an. Effectivement, dans les courses sur route, par exemple, qui rassemblent énormément de monde, et il y a très peu de licenciés dans ces courses sur route, il y a souvent d'ailleurs davantage de gens dopés, alors de manière volontaire ou pas volontaire, et qui sont traduites devant les commissions de discipline. D'ailleurs, quand on regarde nos statistiques, il y a plus de gens non licenciés et dopés que de gens licenciés. Donc il y a vraiment un travail de prévention, j'allais dire un travail pédagogique à faire. Peut-être faudrait-il le faire comme dans certains pays, dès l'école, dès le cycle scolaire pour justement à la fois sur le dopage mais aussi sur le médicament en général, sur la bonne utilisation de ces produits-là. Et vous insistez beaucoup dans votre rapport sur cet aspect préventif. Hein. Oui, je pense effectivement qu'en matière d'information, en matière de prévention et notamment en direction des jeunes sportifs, la marge de progression est importante. Mais sur les amateurs, notamment les non licenciés, nous faisons une proposition que je considère comme assez radicale, assez innovante, pour ne pas dire révolutionnaire. C'est en ce qui concerne les établissements d'activité physique et sportive, c'est-à-dire finalement tous les lieux. Muscu, quoi. Non, pas simplement sport, tous les lieux publics et privés dans lesquels on s'adonne à une pratique sportive. Et moi, je souhaiterais qu'il y ait une sorte de code de bonne conduite, de charte de déontologie concernant le dopage qui soit affichée dans cet établissement-là, tout en sachant que les usagers de ce type d'équipement sportif, public ou privé, s'engagent à respecter ce code de déontologie. Très bien, écoutez, merci à tous les trois d'être venus ce soir sur notre plateau pour discuter, débattre de ce rapport de votre commission d'enquête avec Jean-François Imbert qui était le président de cette commission d'enquête donc du Sénat pour mieux lutter contre le dopage. On peut retrouver votre rapport sur le site du Sénat, sénat.fr tout simplement. Merci à tous les trois d'être venus et très bonne soirée à tous sur l'antenne de Public Sénat. C'est un château de contes de fées, un château merveilleux qui se détache dans le bleu